Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Cela fait un an que la guerre en Ukraine a éclaté, un an que des réfugiés affluent en Europe. À Varsovie comme à Bruxelles, est-ce que l'enthousiasme citoyen pour accueillir ces réfugiés ukrainiens a résisté au temps? On en parle avec Marta Barandy, une militante ukrainienne, et avec Rosa Thun, députée européenne polonaise. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles. Et tout d'abord, je vous présente Marta Barandy. Merci d'être avec nous. Vous êtes ukrainienne, spécialiste en droit européen. Vous vivez à Bruxelles depuis quelques années et vous avez fondé une association de promotion de l'Ukraine et qui a aussi coordonné l'accueil des réfugiés en Belgique. Alors, précisément, on se souvient du grand enthousiasme des citoyens pour accueillir ces réfugiés il y a un an. Est-ce que cet enthousiasme est toujours là aujourd'hui ou est-ce qu'on observe une petite fatigue? Je pense qu'il y a encore des enthousiasmes des Belges et des experts ouvrent ses cœurs et ses portes pour les Ukrainiens. Mais bien sûr, on est êtres humains et ce n'est pas toujours évident que les Ukrainiens restent chez les familles qui les accueillent pendant longtemps. Donc ça arrive parfois que des Ukrainiens se trouvent dehors. Donc il faut, je pense qu'il faut plus de solutions structurelles du gouvernement belge. Il y a bien sûr des solutions structurelles, mais ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas très efficaces. Oui, mais à côté des citoyens qui accueillent ces réfugiés, il y a des centres d'accueil et puis il y a beaucoup d'Ukrainiens qui trouvent quand même un petit appartement, un petit logement personnel aussi. Oui, il n'y a pas si beaucoup qui trouvent des appartements à part. C'est plus des hébergements communs qui est là, mais des règles dans cet hébergement ne sont pas toujours parfaites pour des gens qui ont vécu le trauma psychologique. Donc on attend beaucoup de femmes qui ne peuvent pas suivre des règles de cet hébergement. Donc il faut plus de solutions de côté gouvernement. Et il y a une prise en charge psychologique de ces réfugiés? Des choses sont mises en place à ce niveau-là? Oui, je pense qu'il y a aussi sur le niveau national, mais il y a des bénévoles, surtout notre organisation aussi. On a des psychologues qui travaillent avec des réfugiés. On fait ça pro bono, donc on ne prend pas l'argent et des gens peuvent venir chez nous pour être psychologiques. Et ce n'est pas seulement nous, il y a partout des gens, oui, à Bruxelles, je sais, qui parlent ukrainien et anglais ou ukrainien français. Et voilà, et ils aident des gens. Donc l'aide psychologique, ça marche bien, je pense. Les réfugiés, c'est toujours principalement des femmes et des enfants? Oui. C'est toujours des femmes et des enfants, mais maintenant aussi on voit que des hommes viennent pour les joindre. Ça arrive. Environ 60 000 réfugiés en Belgique. Oui, il y a 60 000 réfugiés, mais on ne sait pas maintenant combien d'eux sont revenus, combien viennent. Il n'y a pas de registre de gens qui sont revenus en Ukraine. Et la plupart rêvent de retourner en Ukraine? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils encore peuvent revenir. Si il y a victoire d'Ukraine cette année, je pense que la majorité va revenir. Mais bien sûr, si ça dure plus longtemps, plus de gens vont être intégrés ici en Belgique et peut-être ne pas revenir. Alors, on va accueillir à présent Rosa Thun, qui est députée européenne polonaise. Rosa Thun, merci de nous rejoindre. Il faut rappeler que votre pays, la Pologne, est le pays d'Europe qui a accueilli le plus de réfugiés, 2,5 millions, même s'ils ne sont pas tous restés en Pologne. Là, vous dites bravo à cet accueil. D'abord, je dis bravo aux Ukrainiens qui se battent pour nous tous. Alors c'est complètement normal
que nous qui avons une longue frontière avec l'Ukraine, qu'on reçoit les femmes et les enfants et aussi d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Si ce sont les hommes, et c'est très impressionnant, ce sont soit malades, soit vieux, et soit ils viennent pour aider à leur femme. S'il y a une femme avec plusieurs enfants, les pères viennent de temps en autre et reviennent pour se battre. Donc c'est tout à fait normal que nous les accueillons. C'était organisé, cette aide et accueil, surtout par la société civile, par les gens normaux, par les organisations non gouvernementales et par les organisations ad hoc. Les gens se sont vite organisés. Parce qu'il faut quand même rappeler que la Pologne a reçu un demi-milliard de l'Union européenne pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Je ne sais pas exactement comment cet argent a été divisé, mais on pouvait faire un appel ou une application pour recevoir des soutiens matériels, de l'argent pour chaque personne qui était dans les hébergés. Il y avait aussi des gens les hôtels qui étaient propriétaires des hôtels, et l'hôtel était plein des Ukrainiens, des Ukrainiennes. Et il y avait pendant un certain temps l'aide de la part du gouvernement. Mais il faut aussi se rendre compte que ces femmes, beaucoup d'eux, ont trouvé du travail, où elles donnent, je ne sais pas, des leçons de langue étrangère par Internet ou directement. Il y a pas mal qui sont vraiment très bien instruites. Je veux toujours souligner que pour nous, au moins, c'est une immigration. C'était un immense défi. Mais la coopération avec ceux qui venaient était tellement bonne que tout cela fonctionnait. Et en plus, elles ont beaucoup rapporté dans notre société. Et donc, un an après le début de la guerre, un an après l'afflux de tous ces réfugiés en Pologne, on n'observe pas une espèce de fatigue C'est possible qu'on observe aussi un peu, mais moi, personnellement, j'observe plus d'amitié, des merveilleuses relations. Il y a certaines qui sont revenues en Ukraine parce qu'elles-mêmes, elles sont venues avec des enfants, elles-mêmes, elles ont pensé que c'est pour quelques semaines. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et elles disent, je ne peux pas laisser... par exemple, une qui était chez nous avec deux enfants de 12 et 14 ans, son mari est tombé malade. Quand vous dites chez vous, parce que vous accueillez également plusieurs réfugiés. Oui, bien sûr. Oui. Tout le monde le fait. À Cracovie, il y avait 200 000 à un certain moment, et à Varsovie, 300 000. Donc, franchement, il faut s'organiser. La ville ne peut pas porter tout cela. Donc, il y avait une dame chez nous avec deux enfants de 12 et 14 ans et son mari, de Dnipro. Donc, c'est vraiment un endroit qui n'est pas très facile en ce moment. Son mari est tombé malade. Elle a dit, je ne peux pas le laisser seul. Elle est malade. Elle est revenue avec les enfants. Et nous sommes tout le temps en contact, parce que bien sûr que notre maison reste ouverte pour elle si elle décide de revenir en Pologne. Et elle dit, tout le monde se bat, je ne vais pas le laisser, je suis utile ici et je veux encourager nos hommes, etc. Elle reste avec les enfants à Dnipro, sur lequel les bombes tombent. Et c'est ça l'attitude que j'admire énormément. On ne se rend pas compte que ces femmes, il y a ceux qui sont rentrés, elles sont rentrées pour défendre leur pays ou défendre la civilisation, en fait, pour laquelle nous nous battons. Marta Barandy, les Ukrainiens, ils adorent les Polonais? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous savez qu'on a une histoire commune avec Pologne. Et comme Pologne a accueilli réfugiés, ça peut être un exemple pour tout le reste. Je dis au niveau des gens, au niveau des populations. Mais vous savez, pardon, si je peux rajouter récemment, c'était... je suis très critique envers de la politique polonaise vers la migration. Oui, vous êtes dans l'opposition. Je suis dans l'opposition et je critique beaucoup le fait que les Polonais n'étaient jamais suffisamment ouverts et solidaires au défi de la migration quand il y avait les demandes de recevoir plus de ceux qui sont venus par la mer Méditerranée. Maintenant, les migrants, tous les Afghans qui étaient bloqués aussi à la frontière biélorusse. Exactement, qui meurent dans nos forêts. C'est une honte, c'est affreux ce qui se passe. Et les Ukrainiens, ça améliore comment la population a réagi aux Ukrainiens.
Ça améliore l'image des Polonais. Énormément, et on se sent bien avec les Ukrainiens chez nous. Mais il faut vraiment voir que, comme Madame dit, il y a énormément d'histoires communes. On se comprend bien. Bien sûr, avec ces Ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine, la langue n'est pas très distante. On se comprend assez facilement. C'est un peu différent avec ceux qui parlent le russe ou le sourgique, et il y a beaucoup. Mais ma génération, nous avons encore appris comme première langue étrangère à l'école le russe. Donc, moi, je me débrouille, même avec ceux qui parlent russe. Ce qu'il y a de commun avec les Ukrainiens, c'est aussi la peur des Russes qui est... C'est pas seulement la peur, mais on les connaît. On sait comment ils sont dangereux. Je n'ai pas l'impression que les Ukrainiens ont peur des Russes. Ils ne les veulent pas dans leur propre pays. Ils veulent avoir un pays souverain, indépendant, fonctionnant, et un pays démocratique. Et on sait que la Russie, ce n'est pas un pays démocratique. Les gouvernements ne sont pas démocratiques. Nous connaissons malheureusement la mentalité de ce gouvernement. Je ne veux pas parler de tous les Russes parce qu'il y a aussi des Russes qui sont héroïques, merveilleux et défendent les valeurs que nous défendons aussi, n'est-ce pas? Mais ce qu'il y a en commun, l'Ukraine, les Ukrainiens et nous, c'est qu'on connaît les Russes. Je regrette beaucoup que l'Ouest souvent ne se rend pas compte avec qui nous avons affaire. Marta Barandy, vous aussi, vous pensiez que cette guerre était possible avant le 24 février 2022 C'était déjà la guerre. On a la guerre depuis 2014. Je voudrais dire même pas 2014, mais 2013. C'est là, c'est le novembre, 21 novembre. Il y a eu la guerre en Crimée, l'annexion de la Crimée. C'est 2014, mais 2013, c'est là que Euromaïdan a commencé. Et pourquoi ça a commencé? Parce que Poutine a voulu stopper l'intégration d'Ukraine dans l'Union européenne. C'est le moment des grandes manifestations pro-démocratiques en Ukraine. Oui, révolution, Voilà. révolution Euromaïdan, révolution de dignité, on va dire. Et on savait déjà en décembre 2021 que Poutine planifie quelque chose. Il y avait déjà beaucoup de forces armées russes près d'Ukraine. Il y avait beaucoup des indications qu'il va envahir plus. Mais on n'avait pas attendu que ça va être assez fort et assez tragique pour tout le pays, toute la population. Alors, Róża Thun, le Parlement européen a voté une résolution décrétant que la Russie était un État promoteur du terrorisme et une autre résolution qui réclame la création d'un tribunal spécial pour agression. Ça peut conduire à quoi un tel tribunal et est-ce que c'est imaginable que ça se mette en place? Bien sûr que le mieux serait de saisir Poutine. Son ambition, il ne faut pas oublier, c'est très important ce que Madame a dit, que cette guerre est en fait pour l'Europe. Parce que ce qui est l'ambition de Poutine, c'est d'affaiblir l'Union européenne. Et bien sûr que l'adhésion d'un grand pays comme l'Ukraine, et c'est ce qu'ils veulent depuis dès le début, ça change la géopolitique, ça renforce l'Union européenne. Donc c'est ça pourquoi les Ukrainiens se battent. Il faut se rendre compte, le début, c'était l'issue d'adhésion à l'Union européenne. Et Poutine veut le stopper à chaque prix. Donc ça, il faut se rendre compte. Et il fait des atrocités et on ne peut pas laisser les choses comme ça passer. J'espère que cette guerre va être gagnée bientôt. Ça dépend beaucoup de nous, si on livre tout ce qu'il faut ou non. Si on a le courage de livrer vraiment l'aide militaire, c'est-à-dire l'aide d'armement à l'Ukraine. Et après la guerre est gagnée, il faut déjà maintenant commencer à organiser cette cour spéciale, comme il y avait déjà ça existe dans Hague. Oui, il y a eu un tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie, par exemple. Oui, Kosovo, voilà. Mais aussi pour Rwanda, par exemple. Et on a commencé à juger et à essayer de retrouver des preuves contre Milosevic à l'époque, alors que la guerre n'était pas terminée. C'est un peu ça que vous voulez faire avec la Russie. Le mieux serait bien sûr si on pourrait saisir Poutine et les gens qui sont responsables pour les atrocités. L'enlever? C'est-à-dire, oui, l'enlever.
pas vraiment, à vrai dire, mais même s'il est condamné, quand il y a les jugements, c'est plus facile pour le monde entier d'en tirer les conséquences diplomatiques, économiques, etc. Quelqu'un qui est condamné par la Cour spéciale à La Haye, ça explique, ça montre, ça motive les autres d'en tirer les conséquences. Parce que le monde ne peut pas rester le même, la géopolitique ne peut pas rester la même après cette guerre. Cette guerre va nous changer tous. Et donc il faut aussi juger ceux qui sont responsables. Alors il faut dire que Ursula von der Leyen soutient effectivement cette initiative, ce projet de tribunal spécial. Didier Reynders, le commissaire européen, travaille sur ce projet également. Il doit être organisé par l'Union et les important. Nations Unies, bien sûr. Et ça coûte aussi. Nous devons nous engager tous pour avoir ce tribunal. Mais d'abord, oui, mais en même temps, il faut se battre avec les Ukrainiens, c'est-à-dire leur livrer les armes. C'est important ce tribunal, Martha. Oui, je voudrais ajouter, en fait, il y a plusieurs choses à dire ici. Il y a tribunal spécial il faut faire tribunal spécial pour crimes d'agression, pour juger des gens les plus hauts dirigeants de cette guerre. Il faut aussi soutenir l'initiative de faire plus tribunal spécial pour juger des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et peut-être crime de génocide. C'est autre chose, c'est deux choses différentes. Donc, dirigeant plus haut, c'est tribunal sur agression et l'autre tribunal, c'est aider des Ukrainiens parce que le système juridique ukrainien ne peut supporter tout ça. Donc, il faut aider aux Ukrainiens de trouver tous les gens qui ont commis ce crime de guerre, crime contre l'humanité et peut-être génocide. Il faut aussi dire que ce n'est pas seulement la guerre de Poutine, c'est aussi la guerre de, on va dire, pas tous les Russes, mais la Russie entière. Il faut comprendre que les Russes doivent prendre responsabilité pour ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas le Poutine qui a violé des gens, c'est des Russes qui sont venus ici en Ukraine pour violer des femmes et des enfants, pour les tuer. Donc, les déporter, n'est-ce pas? Les déporter en Russie et tuer des enfants et tout ça. Donc, ce sont des Russes. Il faut que des Russes prennent la responsabilité pour ce qu'ils ont fait, comme c'était avec l'Allemagne. S'il n'y a pas cette responsabilité, on ne peut pas parler de normalisation des relations. Il faut vraiment que les Russes réfléchissent qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont laissé faire. Je pense aussi que l'attitude des Européens ou des Occidentaux n'est pas prête pour reconnaître qu'il y a des aspects de génocide. Ils pensent encore que la Russie est assez grande qu'elle ne peut pas être vaincue. Vaincue, c'est correct? Vaincue. Oui, donc elle est assez grande, donc on ne peut pas aller assez loin de reconnaître le génocide, parce que s'il y a génocide, il y a l'aspect de génocide, la communauté internationale a obligation d'intervenir militairement et la communauté internationale n'est pas prête pour faire ça. C'est pour ça, maintenant, tout le monde ne veut pas vraiment parler de ça, mais dans quelques années, on va voir que c'est vraiment, on va reconnaître, c'est vraiment son état des aspects de génocide. Rosa Thun, il faut donner au président Zelensky tout ce qu'il demande, les chars, les avions. Allons porter les chars, allons porter les avions, oui, on voit plus que modernes. les Européens se posent des questions, les Américains aussi quand même. Mais je crois que de moins en moins, quand même, ça dure trop longtemps et les Russes maintenant préparent une nouvelle vague d'invasion, n'est-ce pas? Et on est en retard. Il faudrait que tout cela soit déjà en Ukraine. Je sais qu'il faut entraîner les soldats ukrainiens, etc. Ils l'apprennent extrêmement vite et tout le monde qui les entraîne est très impressionné. Il aurait fallu commencer plus tôt, mais il faut prendre ces décisions tout de suite. Franchement, on ne se rend pas compte, et c'est mon dialogue permanent avec ceux qui vivent plus à l'ouest que nous, les Polonais, qu'ils ne comprennent pas comment c'est prêt, comment cette Russie est un pays d'agression, d'invasion,
impérialiste. Et si on n'aide pas aux Ukrainiens, si les Ukrainiens, avec tout leur héroïsme et détermination, perdent cette guerre, les Russes ne vont jamais s'arrêter là-bas. Et ils le disent même plus ou moins ouvertement. Et si, je ne sais pas, les Français ou les Belges pensent que 1000 kilomètres entre la frontière polonaise et française ou belge, etc., c'est une distance, ça veut dire qu'ils ne comprennent rien. En plus, donc il faut s'engager. En plus, ce sont nos valeurs, c'est notre civilisation que l'Ukraine défend. Nous, on ne s'est jamais battu tellement pour cette civilisation, pour l'Union européenne, comme les Ukrainiens. C'est les Ukrainiens qui portent les drapeaux européens et se battent vraiment. On dit souvent qu'il n'y aura pas d'identité de l'Union européenne si les gens ne sont pas prêts de mourir pour l'Union. Les Ukrainiens meurent pour l'Union européenne. Il faut soutenir Zelensky dans son ambition de conquérir, de reconquérir tout le territoire ukrainien, y compris la Crimée. Si les Russes ne comprennent pas qu'ils doivent reculer de tout le territoire, qu'ils doivent remplir toutes les demandes ou les exigences des Ukrainiens, ça ne va jamais terminer. Vraiment, il faut mettre vraiment une ligne très raide, dure, etc. Parce qu'autrement, ça va revenir et ils vont essayer de prendre de plus en plus. Mais la fin de la guerre, ça passe par une victoire militaire ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on mette à la même table Poutine et Biden, Poutine et Macron? Vous savez, on a déjà beaucoup d'expérience dans l'histoire. Et on peut négocier avec les Russes, mais seulement de la position de la force. Oui. Donc d'abord, il faut gagner, puis il faut négocier, parce qu'il faudra vivre ensemble quand même. On est voisins et on va vivre ensemble de toute façon. Et il faudra négocier, il faudra régler les choses. Mais d'abord, il faut montrer notre détermination, le fait que nous sommes unis, et pas seulement dans l'Union européenne, mais aussi dans l'OTAN, avec les Américains aussi, et de la position de force et de gagnant, on peut négocier, bien sûr, avec les Russes. Mais d'abord gagner. Oui. Alors, Rosa Thun, oui. Je voudrais ajouter quelque chose. Poutine est le criminel de guerre. Tout le monde, occidentaux, ont reconnu le criminel de guerre. Comment on va faire la négociation avec le criminel? Allez, criminel de guerre, prends ta place, on va négocier. Je ne pense pas que c'est possible. Et aussi, négociation, c'est le même discours qu'on était avec Chamberlain. C'est le discours de Chamberlain. Donc, on a eu ça dans l'histoire. Si on apprend rien d'histoire, on va avoir la même chose. Avec la Russie, ça va être pire. Rosa Thun, à côté de vous, deux enveloppes avec une bonne question, l'enveloppe verte, une mauvaise question, l'enveloppe rouge. Vous choisissez laquelle? Je vois que vous êtes en train d'hésiter. On ne peut pas partager? Non, mais vous pouvez demander l'aide. Je prends la mauvaise. Vous pouvez demander l'aide de Martha pour répondre à la question. Vous la sortez de l'enveloppe. Et je laisse la bonne pour Martha. Vous laissez la bonne à côté de vous, vous la sortez de l'enveloppe, vous la lisez à haute voix. Haute voix, je ne sais pas lire en français. Faut-il interdire les athlètes russes aux Jeux olympiques 2024? Il y en a qui le préconisent en tout cas, y compris le président Zelensky, qui voudrait interdire les athlètes russes, et d'autres qui disent ben non, il ne faut pas punir les sportifs. Je suis très désolée, mais les sportifs aux Jeux olympiques sont symboliques. Les Jeux olympiques, c'est les Jeux de la paix. Et on porte la feu par le monde qui symbolise il pourrait la être paix, la coopération. Sous une bannière indépendante. Oui. Donc, je crains malheureusement que ceux qui représentent le pays qui fait les atrocités aujourd'hui en Ukraine ne peuvent pas se montrer sous le drapeau de ce pays. Ils ne peuvent pas on ne peut pas avoir une représentation de ce pays dans les Jeux qui doivent montrer la paix, la coopération, la compétition de meilleur sens du mot, etc. Et moi, malheureusement, je suis désolée pour ces athlètes parce que je suis sûre qu'il y a des gens très décents entre eux, mais je trouve qu'il faut les interdire. Même point de vue, Martha? Les sportifs russes aux Jeux olympiques On pense que la culture russe et le sport russe ne doivent pas être il ne faut pas promouvoir. Il ne faut pas le promouvoir. Donc il peut rester là jusqu'à il y a victoire d'Ukraine.
responsabilités et tout ça. Et après, on revient aux cultures et sports russes. Jusque-là, non, rien. Russie doit être vraiment isolée, complètement, comme ça, des gens réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils ont fait mal? Je ne sais pas si c'est possible. Oui, vous avez une manifestation tout prochainement à Bruxelles, le 25. Le 25 c'est une marche, en fait. Oui, c'est une marche et on invite des gens de joindre notre marche. C'est la marche des Belges qui est soutenue par les Ukrainiens. Marche pour solidarité et pour la victoire d'Ukraine. On commence près de la gare Nord. Donc, sur notre site promoteukraine.org, il y a plus d'informations. Le 25 février, manifestation et une marche surtout en faveur de l'Ukraine. Marta Barendi, Rosatoun, merci de vous être arrêtée à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.